Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'outils pour communiquer et pourtant, nous sommes de plus en plus distants les uns envers les autres. Il existe tant d'applications pour nous connecter et autant de théories sur l'amour. Et pourtant, jamais les relations entre hommes et femmes n'ont été aussi fragiles et conflictuelles. D'un côté, les hommes accusent les femmes d'être devenues insatisfaites et agressives, et d'un autre côté, les femmes accusent les hommes d'être devenus irresponsables, immatures et démissionnaires. Où se trouve dans la vérité dans tout ce chaos? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, installez-vous confortablement et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos contenus et aucune de nos réflexions. Pendant les minutes qui vont suivre, nous allons parler sans tabou de cette réalité qui a tendance à opposer d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Et je vais par la même occasion partager avec vous mon avis sur la question. Afin de comprendre pourquoi nos couples aujourd'hui s'effondrent, il faut remonter à la source du problème, qui, d'après mes observations, sont principalement causées par l'acculturation sentimentale. Nous vivons dans des sociétés africaines ou caribéennes interconnectées, mais nous consommons à 90% des représentations du couple des réalités occidentales très spécifiques. Nous regardons depuis notre adolescence, certains même depuis leur tendre enfance, des séries, des émissions, des télé-réalités et des vidéos où l'individu est mis au-dessus du groupe, où les réalités sont totalement différentes de celles de notre environnement, celui où nous vivons dans la réalité. Cette surconsommation de réalités extérieures aux nôtres ont formaté notre façon de penser et de voir les relations amoureuses et par la même occasion créé une insatisfaction profonde face à ce que l'on vit réellement. Dans la tradition africaine originelle, le mariage, par exemple, n'a jamais été une simple affaire d'émotions passagères entre deux individus isolés. C'est une alliance sacrée entre deux clans, deux histoires et deux patrimoines. Aujourd'hui, le mode de vie occidental que nous avons copié est ultra individualiste. Il nous pousse à vouloir les privilèges de l'union sans en assumer les devoirs sociaux. L'erreur tragique de notre génération est de croire que la modernité exige de régner nos fondamentaux. Le monde est devenu un village planétaire et les mélanges interculturels sont inévitables. Ce qui reste néanmoins assez incompréhensible, c'est le fait que nous, Africains, soyons les premiers à abandonner qui nous sommes pour vivre à la façon des autres. Résultat des courses, nous nous retrouvons très souvent seuls face à nos égos. Quand un problème surgit dans le couple moderne aujourd'hui, il n'y a plus de sages comme auparavant pour temporiser. Désormais, c'est Google, TikTok et ChatGPT, les conseillers matrimoniaux. Nous avons rejeté nos coutumes sans toutefois maîtriser les règles du modèle occidental. Nous sommes devenus des hybrides culturels, perplexes et malheureux. C'est cette surconsommation de ce qui vient d'ailleurs et la rivalité d'ego qui a conduit au sujet du 50-50 dont on parle sans arrêt sur les réseaux sociaux. Pour être tout à fait honnête, de nos jours, la contribution financière de la femme dans le monde d'aujourd'hui est une réalité économique nécessaire. La vie est devenue chère et deux revenus valent mieux qu'un. Mais il y a une différence fondamentale entre la contribution volontaire d'une épouse qui soutient son mari et la comptabilité d'épicier imposée par un homme qui refuse d'assumer son rôle de leader du foyer. L'homme qui exige un 50-50 financier perd immédiatement son autorité naturelle parce qu'on ne peut pas demander à une femme de porter le pantalon financier à égalité parfaite et à la fin de la journée lui demander de redevenir une épouse douce et soumise. La psychologie humaine ne fonctionne pas ainsi. La compétition financière engendre automatiquement la compétition des égos. Selon moi, l'équité dans cette histoire, c'est quand l'homme assume la responsabilité principale du toit, de la sécurité et des charges fondamentales du foyer. Et la femme, si elle travaille, apporte un soutien qui sert à accélérer les investissements du foyer, à embellir la vie de la famille ou à créer de la richesse intergénérationnelle. Dans un couple souverain, l'argent n'est pas un moyen de contrôle ni un sujet de division. C'est un outil de conquête commune et non individuelle. Si les couples ne tiennent plus, c'est aussi parce que nous avons brouillé les énergies fondamentales qui attirent et maintiennent deux êtres ensemble, les polarités masculines et féminines. Je m'explique.
Aujourd'hui, nous assistons à un double drame. D'un côté, on a une épidémie d'hommes démissionnaires. Il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux le nombre de femmes abandonnées par leur mari ou leur conjoint, des hommes passifs, accros au Congo-ça, incapables de prendre des décisions importantes, apeurés par la responsabilité qui est la leur et qui cherchent une seconde mère en leur épouse. De l'autre côté, nous avons une génération de femmes hyper vigilantes et sur leur garde. Des femmes qui, n'ayant plus d'hommes solides sur qui s'appuyer, ont dû développer une armure solide masculine d'hyper-indépendance, de contrôle permanent et d'agressivité défensive. Une femme ne devient pas contrôlante par plaisir, elle le devient par nécessité, car elle réalise que l'homme à ses côtés ne pilote pas le navire. Quand le capitaine hésite tout le temps, le second est obligé de prendre le gouvernail en main. Mais la tragédie, c'est qu'une femme forcée d'être dans une énergie masculine de survie finit par s'épuiser. Et elle finit par mépriser à ses dépens l'homme qui l'a poussée dans ce rôle et surtout ne plus voir son utilité dans sa vie. Réciproquement, un homme qui se retrouve face à une femme en conflit permanent finit par se retirer émotionnellement ou par aller chercher ailleurs la douceur et le respect qu'il ne trouve plus chez lui. Comment sortir alors de cette impasse? Pour moi, la solution est plutôt simple. Messieurs, la masculinité ne consiste pas à élever la voix et à taper sur la table ou à faire étalage de sa force physique. La vraie masculinité, c'est la fiabilité de la vision, c'est la stabilité. C'est être le roc sur lequel une femme peut s'appuyer sans crainte. C'est au moment où elle se sent en sécurité et protégée que son armure se brise et la douceur qui sommeille en elle se manifeste naturellement. Mais si à la base le partenaire a été mal choisi, alors tout ceci est une peine perdue. Beaucoup de gens se mettent en couple sur des critères purement superficiels. L'attraction physique, l'ambiance des premiers jours ou le statut social affiché. Et quelques années plus tard, lorsque le véritable caractère de son compagnon ou de sa compagne se manifeste et que la réalité de la vie quotidienne s'impose, c'est le choc total. Pour éviter d'en arriver là, il y a des critères principaux qui, selon moi, devraient vous orienter dans le choix de vos partenaires. Ce choix est tellement important car, dépendamment de cela, vous pouvez avoir une vie heureuse et épanouie ou au contraire une vie totalement malheureuse. Pour moi, il y a 3 principaux filtres du choix du partenaire. Le premier critère est l'alchimie. C'est elle qui fait que vous êtes attiré par une personne plutôt que par une autre et que vous aimez être en sa présence. Cette attraction est nécessaire pour maintenir la flamme dans le couple, mais elle ne représente que 10% de sa longévité. Le second critère est celui de l'alignement des valeurs. C'est le socle et la fondation même d'une relation durable. Il s'agit ici de savoir quelle est la relation de l'autre avec la vérité, quelle est sa vision de la famille, de la spiritualité et du respect, comment il ou elle résout les problèmes, comment traite-t-il ou traite-t-elle ses parents, quelles sont ses valeurs éducatives pour les enfants, quels sont ses rapports face au travail, quelles sont ses valeurs immuables, et vous pouvez en rajouter d'autres. Lorsque les valeurs sont mises en exergue, alors intervient le troisième critère qui est la compatibilité de vision. Il s'agit ici de savoir si vous partagez les mêmes valeurs et si vous avez la même vision. Si à la longue, dans votre couple, l'un n'ira pas à gauche et l'autre à droite, il est important de savoir où cette personne veut être dans 5-10 ans. Peut-être bâtir sur le continent ou vivre au jour le jour. Si vos visions de la vie s'opposent, votre amour ne suffira pas à combler le fossé. Il est néanmoins important de noter que vous pouvez ajouter des critères qui vous tiennent à cœur dans cette liste. Car comme je l'ai dit au départ, ce sont pour moi les critères principaux qui devraient guider vos choix. Imaginez un seul instant que vous êtes une personne qui vit au niveau de ses moyens et que vous choisissez un partenaire ou une partenaire qui n'a pas cette même notion et qui vit au-dessus de ses moyens. Je vais prendre ici le cas des personnes qui sont capables de s'endetter, par exemple, pour financer une fête de mariage ou d'anniversaire afin d'impressionner des invités qui, à la base, ne leur ont rien demandé. Choisir un conjoint pareil en ayant une vision de vie contraire, c'est signer pour une vie malheureuse. Dans le monde d'aujourd'hui, les foyers sont exposés au monde alors qu'ils ne le devraient pas. Je vais parler ici de la souveraineté du foyer. Un foyer fort est un foyer dont les murs sont opaques.
De nos jours, les gens exposent tout sur les réseaux sociaux. Leurs disputes de couple sur WhatsApp, ils demandent des conseils sur des forums anonymes ou étalent la vie privée de leur conjoint auprès de leurs amis ou de leurs proches. Ceci est une violation grave. Ceci est une violation grave de la souveraineté du foyer. Dès l'instant où vous laissez une tierce personne entrer dans les secrets de votre couple, vous avez introduit le ver dans la pomme. En réalité, personne n'a le contexte exact de votre union et de vos problèmes. Les conseils des autres sont souvent marqués de leur propre déception, de leur jalousie ou de leur traumatisme non guéri. L'exception, c'est s'il s'agit de violences conjugales physiques ou psychiques. Là, il n'y a pas de débat, il faut en parler et en sortir le plus rapidement possible. Mais pour le reste, si le conjoint a été choisi avec soin, normalement, toutes les difficultés du quotidien devraient être résolues en couple sans aucun problème. Si on observe les couples de nos parents qui ont duré sur la longueur, on constate qu'ils ont cultivé l'art du silence, non pas celui qui détruit, mais un silence stratégique qui maintient leur union forte. Quand un problème les dépassait, ils n'allaient pas exposer sur les réseaux ou en parler à leurs enfants. À la place, ils faisaient appel à un médiateur neutre, sage, respecté et désigné par eux, dont le seul but était de préserver leur foyer et non de donner raison à l'un ou à l'autre. Si j'ai pris le temps de développer ce sujet aujourd'hui avec vous, c'est parce que je suis convaincue d'une chose. On ne restaurera aucune souveraineté économique ou culturelle sans d'abord restaurer nos foyers, car c'est là que débute toute chose. La famille est la première entreprise, la première école et le premier rempart d'une société forte. Si nos foyers sont brisés, nos enfants seront brisés et notre avenir sera compromis. Je peux dire à présent, pour conclure cette réflexion, que le mariage est un partenariat, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, où chaque partenaire a un rôle important à jouer pour la stabilité du couple. C'est pourquoi il reste important dès le départ de clarifier le contrat initial, parce que oui, le mariage est un contrat. Ne vous mariez pas sur du flou. S'il existe encore des zones d'ombre, prenez le temps de les dissiper avant de sauter le pas. Discutez de l'argent, de la gestion de la famille, de la gestion des émotions, de la vision, de l'éducation et des rôles de chacun dans le couple et de tous les sujets qui vous passent par la tête avant de vous engager. Sortez de la rivalité des égos et restaurez la complémentarité. L'homme n'est pas l'ennemi de la femme et la femme n'est pas la rivale de l'homme. Vous êtes les deux bras du même corps. Protégez le sanctuaire qu'est votre foyer en gardant les secrets de votre couple. Les déballages extérieurs ne servent à rien. Le mariage n'est certes pas un long fleuve tranquille, c'est une succession de pardons, de réajustements, de maturité partagée, et lorsque les bons choix ont été faits et que les bases sont solides, rien ne peut les branler. J'espère vivement que cette réflexion aura étayé vos doutes et surtout qu'elle servira pour vous reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Sur ce, je vous retrouve en commentaire pour poursuivre cet échange. On est ensemble.